Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale commémorant les massacres du 8 mai 1945. Il y a 77 ans, alors que la France fêtait la victoire des Alliés contre le nazisme, son armée massacrait des Algériens à Sétif, Guelma et Kharrata, ainsi que d'autres villes. Des milliers d'Algériens sortis manifester pour une Algérie indépendante. Un crime contre l'humanité reste toujours impuni. Pour en parler ce soir, j'ai le privilège d'accueillir l'un des membres fondateurs de la fondation du 8 mai 1945, monsieur Boudia Marhaba Bik. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que M. Mourad Boudia, vous êtes le fils de Mohamed Boudia, l'ancien héros national qui a été, de la cause palestinienne qui a été assassiné par le Mossad. J'ai également avec nous sur le plateau M. Zindine Qassimi, chercheur universitaire, mais aussi historien à l'université de Bouira. Bonsoir, M. Qassimi. Bonsoir, et bienvenue, merci, toujours fidèle au poste. Merci. Bonsoir à tout le monde. Alors, pour nous accompagner dans ce débat sur les commémorations du 8 mai 1945, j'ai le privilège aussi d'accueillir notre expert en histoire, Reda Harirash, mais également Sofiane Baroudi, pour commenter les activités qui ont été organisées ce dimanche et même ce samedi pour commémorer les massacres du 8 mai 1945. Avant de commencer le débat, je vous laisse regarder ce sujet sur l'histoire du 8 mai 1945 et ses répercussions sur l'histoire de l'indépendance de l'Algérie et sa révolution, un sujet préparé par Safwan Ben Safi. Synonyme de victoire pour les Alliés, de défaite pour les forces de l'Axe, pour l'Algérie, la date du 8 mai est le symbole d'un véritable traumatisme inscrit dans la mémoire collective en lettres de sang. La France coloniale, qui sort d'une guerre destructrice avec une défaite à la clé, a déversé le peu de forces restantes dans une violence plus grande que celle dont elle a été victime lors de la guerre. Dans l'euphorie de la guerre, les Algériens saisissent l'occasion pour rappeler leurs revendications de liberté. Ils sortent dans la rue, drapeau algérien à la main, et crient leur espoir pour une Algérie indépendante. La réponse policière est sans équivoque. Bouzid Saal en fera les frais. Il est la première victime d'une longue série. Le jeune scout musulman est abattu par la police française, le drapeau à la main. L'étincelle est allumée et la revendication se transforme en colère dont le vent souffle dans plusieurs régions du pays. À Guelma, le cortège de manifestants composé d'enfants scouts et de paysans subit le même sort qu'à Sétif. À Kharrata, 10 000 personnes se réunissent, l'armée française tire sans sommation, des centaines de personnes sont abattues une à une avant d'être jetées morts ou vives dans des ravins servant de fosses communes. La date du 8 mai n'est en réalité que le début d'un long massacre qui s'étale sur plus de 2 mois durant lesquels le feu et le soufre se sont abattus sur les populations civiles algériennes. Le 11 mai, le général de Gaulle ordonne l'intervention de l'armée sous le commandement du général Duval, qui se démarque par une répression qui se veut punitive. La marine, l'aviation et la légion étrangère se joignent aux forces déjà présentes. Il faut casser l'élan de liberté d'une population civile souvent désarmée. À Constantine, le préfet hurle aux forces de l'ordre « Quelles que soient les bêtises que vous commettrez, je les couvrirai. Messieurs, vengez-vous ». Le 22 mai, l'armée française organise une cérémonie de soumission où tous les hommes doivent se prosterner devant le drapeau français. L'ancien président Ouari Boumedienne dira à propos de ce jour-là, le monde a basculé. Et les enfants ont compris qu'il faudrait se battre les armes à la main pour devenir des hommes libres. Personne ne peut oublier ce jour-là. 45 000 Algériens ont payé le prix de leur vie durant cet épisode noir de l'histoire algérienne, une génération sacrifiée pour la liberté de leur descendance. Voilà, c'était un sujet de Safwan Ben Safi sur justement l'histoire du 8 mai 1945. Nous avons également avec nous ce soir l'intervention à partir de Paris d'Olivier Le cours Le Grand Maison, chercheur et universitaire français qui interviendra avec nous pour donner son point de vue en tant qu'historien français sur cette date historique souvent, écartée dans des manuels scolaires français. Alors, pour commencer le débat, Monsieur Boudia, aujourd'hui, 77 ans après, que reste-t-il ou quelle avancée avons-nous sur le plan historique sur les événements du 8 mai 1945 ? Vous savez, la fondation du 8 mai 1945 qui a été créée en octobre 1989 par le président Sid Bachir Boumaz, Allah yarhamou, avait pour objectif, elle avait plusieurs objectifs. Il y avait des commissions dans la fondation, une commission juridique, une commission de chercheurs,
d'histoire qui était présidé par Mohamed El-Koursou. Et la fondation avait organisé pendant plusieurs années, sur 8 ans, plusieurs séminaires à travers tout le territoire national afin de rassembler le maximum d'informations. On a collecté des centaines de témoignages. Et pendant tous ces séminaires, il n'y avait pas que la commémoration du massacre du 8 mai 1945. Il y avait même une commémoration chaque journée qui coïncidait avec le massacre du peuple palestinien, avec le massacre des Indiens par Christophe Colomb. Et chaque année, il y avait un sujet. La Fondation avait pour but d'organiser comment dirais-je? Un colloque? Non, ce n'est pas un colloque, mais un procès. Un procès, oui. Il y avait un procès qui allait être organisé en Algérie pour l'histoire. Ce n'était pas pour dédommager l'Algérie, mais c'était pour l'histoire, pour que la France reconnaisse le crime qu'elle a commis en Algérie pendant tout le mois de mai. Ce n'était pas le 8 mai, mais c'était pendant tout le mois de mai 1945. L'une des plus grandes actions justement de M. Bachir Boumaza, c'était justement d'interpeller l'État français sur les massacres du 8 mai 1945. On se souvient de son fameux débat sur la 5, sur ces massacres. Les téléspectateurs français, même l'opinion française, ne connaissaient même pas ces événements du moment qu'ils n'existent pas dans les manuels scolaires français. Effectivement. Ils n'existaient que dans les manuels historiques de l'Algérie. Voilà. Les manuels d'école en même Algérie. historique en France, il existe, mais pas dans les manuels généralisés. Voilà, c'était plus une fête de l'indépendance de la France que de le massacre en Algérie. Même pas de la France, des Alliés. Mais surtout la France. Nous, on parle de la France. Oui. Parce que le massacre qui a été perpétué en Algérie, c'est la France qui l'a commis. Ce n'est pas les Alliés. Ouais. Monsieur Qassimi, vous, en tant que chercheur et historien, aujourd'hui, est-ce que les massacres du 8 mai 1945 ont une chance dans les années à venir, voire peut-être les mois à venir, d'être reconnus quelque part par l'État français, du moment qu'on reconnaît parfois il y a des pas ou des petits pas dans la reconnaissance des crimes qui ont été commis contre la population algérienne? Parler de reconnaissance est un chemin un peu lent pour le moment. Parce que là, on revient non seulement sur les crimes que la France avait commis sur le territoire algérien, c'est-à-dire non seulement du 8 mai 1945, je veux dire, à partir de 1830, mais surtout lorsqu'on s'articule sur ce qui s'est passé le 8 mai 1945 et jusqu'au 22 mai de la même année, c'était des atrocités et c'était des crimes contre l'humanité. Maintenant, il y a des dossiers, je pense, il y a des dossiers qui sont en cours sur cette reconnaissance, sur beaucoup de volets qui concernent le 8 mai. Mais je pense pour le moment, c'est-à-dire que c'est un peu lent et c'est vraiment complexe. La reconnaissance est vraiment complexe, suivant soit les déclarations des officiels français ou on a tendance à faire en France de l'amalgame vis-à-vis de ces événements, de ces massacres par rapport à l'opinion publique française et internationale. Voilà. Monsieur Olivier Le Cours de Grand-Maison, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Oui, alors je voudrais vous interpeller justement sur la question de la reconnaissance du fait historique des massacres du 8 mai 1945. Aujourd'hui, contrairement à certains événements de la guerre d'Algérie, cette date est carrément ignorée, voire effacée des manuels scolaires. Alors, il y a un décalage très net, en effet, entre des ouvrages très importants qui ont été publiés, rédigés par des historiennes et des historiens français. Je n'oublie pas aussi, bien sûr, la participation d'historiens algériens. Effectivement, lorsqu'on interroge, y compris des étudiants en deuxième année, voire en master en France, sur le 8 mai 1945, généralement, ils ignorent ce qui a été perpétré par la puissance coloniale française en Algérie, en effet. Et c'est évidemment en partie lié aussi au fait que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de reconnaissance officielle par les plus hautes autorités de l'État. Emmanuel Macron a fait effectivement quelques petits pas,
mais il s'est bien gardé de réitérer, une fois qu'il a été élu président de la République, il y a de cela 5 ans, les propos qu'il avait tenus devant une télévision privée algérienne, alors qu'il était candidat, où il avait eu des mots, comme on dit aujourd'hui, très forts, puisqu'il avait reconnu qu'effectivement la colonisation était un crime contre l'humanité, et à l'évidence, à l'intérieur de la colonisation, en particulier en Algérie, ce qui a été perpétré à partir du 8 mai 1945 jusqu'à la fin de l'été 1945 relève, lorsqu'on reprend l'article 212 du Code pénal français, relève effectivement du crime contre l'humanité. Parce que des civils ont été massacrés, torturés, exécutés sommairement, déportés, sans doute des femmes violées, et que tout cela a été réalisé en vertu d'un plan concerté. Le général Duval déclarait le 15 mai 1945 qu'il fallait juguler très rapidement le mouvement, et de ce point de vue-là, il est effectivement passé à l'action dans des conditions que l'on sait, c'est-à-dire avec près de 35 ou 35 000 morts. Et rappelez par ailleurs que cela ne relève pas simplement de l'initiative d'un militaire, qu'il a été couvert par le gouvernement de l'époque, bien sûr par les autorités coloniales, et qu'il s'agissait en fait d'appliquer la politique qui avait été arrêtée par le général de Gaulle à la conférence de Brazzaville, laquelle conférence de Brazzaville avait pour objectif de réaffirmer l'absolue unité de l'Empire français. Et de ce point de vue-là, il était assez clair pour l'ensemble des mouvements politiques français de l'époque qu'il était hors de question que quelques parties de l'Empire, quelques colonies que ce soit, puissent accéder à l'indépendance, et moins encore l'Algérie, dont il faut rappeler qu'elle était à l'époque pas pensée comme une colonie à proprement parler, mais comme un véritable département français. C'est la raison, entre autres, pour laquelle ce n'est pas une répression. Il faut appeler les choses comme elles sont. Il ne s'agit pas d'une répression, quand bien même on y ajouterait le terme et l'adjectif de sanglante, mais il s'agit effectivement d'un crime contre l'humanité. Donc, je crois, hélas, cela a été souligné, que eu égard à l'involution de la situation politique française, marquée par la très forte influence à la fois électorale, politique et idéologique des extrêmes droites, je crains, hélas, qu'une fois encore, le président Emmanuel Macron, très récemment élu, ne cède à ces organisations politiques-là et sur le 8 mai 1945 ne fasse strictement rien. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que lors des cérémonies qui ont lieu aujourd'hui en France, aucun officiel de l'État n'a prononcé un mot relativement au 8 mai 1945 en Algérie. Il y a eu parfois des prises de parole d'un certain nombre de maires, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Monsieur le Grand Maison, il y a eu plusieurs dates historiques des relations tumultueuses entre l'Algérie et la France qui ont été célébrées dans des documentaires, les événements du 17 octobre, du 1er novembre, ce que vous appelez, vous, la Toussaint, et également le 5 juillet, qui était la fête de l'indépendance, ou la fin de la guerre d'Algérie, comme vous le citez dans certains ouvrages. Mais la date du 8 mai 1945 est souvent effacée, voire bannie de tous les écrans, petits et grands, de la télévision et du cinéma français. Pour exemple, le film Hors la loi de Rachid Bouchareb a été boycotté, a été attaqué par les médias et par une certaine extrême droite lors de sa sortie ou sa présentation au Festival de Cannes en 2010, juste parce qu'il y avait 8 minutes, un extrait de 8 minutes qui montrait les massacres du 8 mai 1945 dans le film de 2 heures et qui parlait de l'immigration, le rôle de l'immigration durant la guerre d'Algérie, plus particulièrement la Fédération de France. Oui, mais cela confirme ce que je disais. Et entre la date que vous citez, l'apparition du film que vous avez cité également, et maintenant, je considère que la situation en France n'a pas évolué. C'est considérablement dégradé, ce qui, de mon point de vue, va rendre plus difficile encore la possibilité pour les plus autorités de l'État de reconnaître ce qui a été perpétré le 8 mai 1945. Je rappelle qu'en France, il y a de très nombreux historiens, d'intellectuels, d'universitaires, mais également des associations qui militent depuis très longtemps pour la reconnaissance, d'une part, des massacres du 8 mai 1945, mais également aussi pour la reconnaissance du crime contre l'humanité commis le 17 octobre 1961. Tout à fait. En ces matières, rappelons que les dernières déclarations d'Emmanuel Macron
relève d'un tour de passe-passe politico-idéologique et historique relativement au massacre du 7 octobre 1961, dans la mesure où ce crime a été exclusivement imputé à Maurice Papon. Et donc, relativement aussi à la presse, et là, hélas, faut-il le constater, pour avoir lu un certain nombre de journaux aujourd'hui, je n'ai pas effectivement vu mention du fait que le 8 mai 1945 en Algérie, ce n'est pas la libération, ce n'est pas une fête pour la liberté, l'égalité, la fraternité et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme cela venait d'être réaffirmé, mais c'est au contraire l'affirmation, hélas, sinistre de la puissance coloniale dans ce qu'elle a de plus terrible pour ceux qu'on appelait à l'époque les indigènes et pour les Algériens, évidemment. Merci, Monsieur Olivier. Le cours Grand Maison, je rappelle que vous êtes universitaire français, qui intervient souvent sur la situation historique dans la guerre d'Algérie, entre l'Algérie et la France. Merci à vous. Merci. Monsieur Harirash, vous qui connaissez un petit peu le paysage politique français, à votre avis, pourquoi les politiques et même les historiens, ou bien il y a une lutte entre les historiens et les politiques pour reconnaître les massacres du 8 mai 45 ou ce qu'on appelle chez eux les événements du 8 mai 45? Parce que comme ça ne rentre pas dans le cadre de la guerre d'Algérie, c'est un peu une date qui, selon les historiens français, ne fait pas partie de cette lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Parce que c'est avant tout un débat franco-français et vous leur demandez d'ouvrir tout simplement la boîte de Pandore. C'est ça, oui. C'est-à-dire que si on ramène les faits à cette époque-là, en France, il y avait deux partis, les deux principaux partis victorieux, c'était les communistes et les gaullistes. Déjà, s'il faut établir des responsabilités, quels sont les responsables politiques ou militaires qui ont donné les ordres pour intervenir sur le terrain? Il est incontestable que du côté de la droite, si on peut qualifier cet homme-là de droite, notamment le général de Gaulle a donné des ordres qui vont dans le sens d'une intervention musclée sur le terrain. En 1945, oui, tout à fait. Donc, il y a également les responsables communistes, puisque eux aussi faisaient partie de ce gouvernement au moment de la libération et qui ont fermé les yeux sur ces événements-là. Et on va revivre quasiment la même situation en 1956 lorsque les moyens spéciaux seront votés au profit donc, de l'armée française pour qu'elle puisse intervenir de manière encore plus musclée pendant la guerre de libération. Et donc à partir du moment où il y a des responsabilités qui doivent être établies et où nous sommes amenés à dire qui est le premier ou les donneurs d'ordre, c'est pas toujours évident au sein de ces mêmes partis politiques français aujourd'hui pour le reconnaître. Surtout à une époque où la France était soumise quand même à une très forte pression, parce que les Américains, quand ils ont débarqué en France et lorsqu'ils l'ont libéré, il était question dans un premier temps que le pays soit éventuellement dépecé, comme ça l'a été avec l'Allemagne, ou comme ça a été le cas avec d'autres régimes qui sont considérés comme ayant participé aux côtés des forces de l'Axe, parce que quelque temps avant le débarquement en Normandie, c'était le régime vichyste qui présidait en France. Et donc la France, elle était considérée comme le régime, aussi bien comme certains régimes, le régime fasciste en Italie, ou le régime phalangiste du général Franco, on l'a regardé avec une certaine méfiance, en raison de son passé vichyste. C'est le général de Gaulle qui, au moment du débarquement, va tout faire pour lui redonner une virginité et lui éviter éventuellement de subir ce qu'a pu subir l'Allemagne hitlérienne, puisque quand les Américains ils ont débarqué en Normandie, ils avaient déjà préparé le dollar français comme monnaie de référence, puisqu'il était question que la France vichyste soit sanctionnée. Et donc, avec le général de Gaulle, lui, il va essayer de tenir le discours suivant en disant non, notre pays était occupé, sous occupation nazie, et la France, en gros, ce n'est pas uniquement que la France de la collaboration. Donc, c'était un moment très crucial
où la France ne savait pas très bien dans quelle direction aller, surtout que l'Union soviétique était en compétition avec les Américains au moment de la prise de Berlin fin avril 1945. Donc il y a un vent de panique générale qui souffle sur le gouvernement qui était installé à Paris. Et les choses vont être bâclées parce qu'il faut savoir également que des ordres ont été donnés pour libérer les prisonniers allemands et italiens qui étaient ici, en Algérie, qui ont été capturés au moment du débarquement américain en 1942. Il y avait combien ? Il y avait je n'ai pas les chiffres précis, certains parlent de quelques centaines, d'autres parlent de quelques milliers de prisonniers allemands notamment qui ont été capturés à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, notamment les anciens soldats de l'Africa Corps. Oui, tout à fait. Rommel. Voilà, et qui étaient aussi qui ont participé à une bataille du côté de Tébessa, et ceux qui ont été capturés aussi au moment du retrait des troupes allemandes au Cap Bon en Tunisie en 1943. Ils ont été libérés et ils ont participé à la répression. C'est des choses qu'on ne dit pas aussi. Hein. C'est-à-dire des soldats allemands. Des soldats allemands ont participé à la répression contre qui ? À la répression contre les Algériens tout court. Du 8 mai 45 ? Bien sûr. Des Allemands, des soldats allemands. Des soldats. Je précise que les soldats allemands et les soldats italiens, puisque c'était les deux puissances alliées dites puissances de l'Axe, et dont les soldats étaient présents en Afrique du Nord du fait de la présence de l'Africa Corps qui est allé jusqu'en Égypte, jusqu'à la bataille d'El Alamein. C'est un fait historique avéré ? Oui, c'est un fait historique qui peut être même corroboré par notre ami historien, mais ça a été déjà soulevé il y a cela une vingtaine d'années par certains historiens qui ont clairement indiqué, et il y a eu aussi des témoins vivants algériens dans l'est du pays qui ont certifié qu'au moment de ces événements-là, ils ont eux-mêmes capturé des soldats allemands qui ont réussi à s'échapper au moment de leur transfert de Tunis vers Constantine, et ils les ont remis aux autorités françaises. Ils ne savaient pas que quelques jours plus tard, ces mêmes autorités coloniales allaient libérer ces soldats allemands, parce qu'elles avaient besoin d'effectifs. Il faut savoir que les effectifs de l'armée française étaient à ce moment-là insuffisants pour pouvoir mener cette opération-là. Et donc, les soldats allemands et italiens ont été libérés, malgré eux, et ils ont participé à ces événements dramatiques. Donc, c'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais qui doivent être mises en avant. Pourquoi ? Parce qu'on dit que c'est difficile d'aller dans ce sens-là. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Parce que les massacres qui ont eu lieu, par exemple, à Madagascar en 1946, ont été reconnus par le président Jacques Chirac. Et il allait probablement dans ce sens-là pour l'Algérie, mais... Est-ce que vous pensez que tout n'a pas été dit sur les événements et les massacres du 8 mai 45 ? Bien, tout à fait. Parce que dans le film de Jafar Qasim Héliopolis, on montre comme quoi c'est des milices qui ont été constituées. Il y a eu la reconstitution des milices qui ont un petit peu massacré la population, à l'aide aussi d'une poignée de policiers, d'une poignée de militaires qui ont participé. En fait, c'est une milice qui existait. Par exemple, c'est juste pour citer quelques correspondances. Par exemple, il y a une forme d'occultation profonde de la conjoncture déjà dans laquelle ça s'est passé, et aussi des événements soit. Par exemple, la milice, c'est une milice qui existait et qui s'est fait connaître pour avoir déjà massacré des insurgés algériens à l'occasion de l'insurrection de 1871. Une milice de colons européens qui a été reconduite en 1945 avec même la participation des communistes, des comités communistes qui ont participé à la répression sanglante contre des civils algériens à travers des milices. Il y a aussi des bombardements. On parle de bombardements aériens et de bombardements aussi depuis la mer. Mais ça s'explique si on analyse vraiment la conjoncture géopolitique, ce que disait Reda justement. C'est-à-dire que l'Afrique du Nord, pendant la Deuxième Guerre mondiale, déjà il y a un récit tronqué de la part de la partie française. L'épicentre de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, n'a pas été en France. Au contraire, la France était un centre de la collaboration. C'est-à-dire que dès le départ, le régime de Vichy s'est institué en allié du régime fasciste hitlérien. Et il y a eu des répercussions sur l'Algérie. D'ailleurs, la flotte anglaise a bombardé Marsa Kébir. Oui. Et
Après, il y a eu... Contre l'avis de De Gaulle. Contre l'avis de De Gaulle, mais ce n'était pas lui qui gérait en réalité. De Gaulle est considéré par les milieux, justement, militaires puissants, comme par exemple l'amiral Darlan, qui finira assassiné d'ailleurs. Qui était le concurrent de De Gaulle. Hein. C'était l'autorité même de Gaulle incontestée, parce que De Gaulle, dans certains milieux militaires à l'époque, était considéré comme étant un déserteur. C'est-à-dire qu'avant même la signature de l'armistice, il avait déjà rejoint Londres. Donc déjà l'assassinat de l'amiral Darlan, d'ailleurs, un des proches du président Macron parle, c'est Jacques Attali, qui dans un livre qui s'appelle Alger, l'année des dupes 1943, parle de l'assassinat de l'amiral Darlan et parle aussi d'une forme d'organisation clandestine qui agissait en Afrique du Nord, parce que je le rappelle, l'épicentre de la Deuxième Guerre mondiale en ce qui concerne la Méditerranée occidentale, c'est l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que le débarquement d'Italie, à Monte Cassino notamment, qui a ouvert la voie à la libération de l'Europe occidentale, s'est fait depuis l'Afrique du Nord. Et les batailles les plus importantes ont eu lieu en Libye et en Tunisie. Et en Algérie, c'est des intrigues politiques, les intrigues aussi de différents services qui s'entrechoquaient. On parle de la présence de l'Abwehr allemande, mais aussi de différents services, des Britanniques, des Américains. D'ailleurs, même le mouvement national algérien a réussi à jouer entre ces différentes contradictions. Il faut rappeler aussi que, par exemple, le PPA a refusé la collaboration avec le nazisme, alors que les Allemands tendaient la main, tendaient la perche pour, entre guillemets, ils faisaient la propagande en direction des musulmans d'Algérie, mais le PPA, qui était l'organisation la plus importante, on va dire, du mouvement national, qui a appelé aux manifestations le 1er mai et le 8 mai, a refusé la collaboration. Mais Salih Hadj était détenu d'ailleurs, juste avant les manifestations, mais Salih Hadj est déporté au Congo-Brazzaville. Il y a aussi les AML, les Amis du Manifeste des Libertés, sous la direction de Farhat Abbas, qui étaient très proches du gouverneur américain, parce qu'après le débarquement, concrètement, ce n'est pas la France qui est contre l'Afrique du Nord, c'est plutôt les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a un massacre aussi virulent, pour essayer de démontrer l'autorité de la France. Apparemment, tu n'as rien oublié. À signaler encore l'existence de l'armée du Levant et son influence à l'est de l'Algérie. Il y avait même des Algériens qui ont rejoint cette armée. D'ailleurs, il y a eu des soulèvements syriens. Oui, tout à fait. Et il y avait aussi une collaboration entre quelques Algériens avec cette armée et encore avec l'Allemagne, avec le côté allemand. Alors le 8 mai a été décrété par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, comme journée de la mémoire et qui avait qualifié justement de crimes contre l'humanité les massacres perpétrés par l'armée coloniale. Nous allons regarder ce sujet qui a été préparé par Sofiane Baroudi justement, pour reprendre le débat sur la journée, enfin la mémoire et l'histoire du 8 mai 45. La commémoration de la Journée nationale de la mémoire est l'occasion pour rappeler l'horreur de la nuit coloniale qui s'est manifestée brutalement contre le peuple algérien, victime des terribles massacres du 8 mai 45. L'occultation de ces événements tragiques, à l'instar d'autres ignominies perpétrées par le régime colonialiste, se veut le ferment de la volonté de connaissance profonde et de recherche de la vérité au service de la justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'instrument juridique qui a servi à la France pour étouffer son crime colonial, pour étouffer le nombre d'assassinés, le nombre de tués par jugements irréguliers et illégaux, le nombre de personnes qui ont fini dans des fours crématoires, le nombre des disparus en Algérie commence déjà bien avant 1945 et il continue. Cette date, au grand aura symbolique, a été instituée en Algérie, Journée nationale de la mémoire, par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien a rappelé dans un message à la nation que les atrocités perpétrées à Stéf, Guelma et Kharrata et dans d'autres villes le 8 mai 1945 sont témoins de massacres hideux qui ne sauraient être oubliés. Ils resteront gravés par leur tragédie affreuse dans la mémoire nationale, mais également dans leur référentiel historique, dont les bases ont été jetées vaillamment par le combat de notre peuple contre l'injustice du colonialisme et en quête de la liberté et de la dignité. La Journée nationale de la mémoire est non seulement le lieu de commémoration des sacrifices incommensurables consentis par la résistance algérienne, mais aussi la matrice voulue pour une étude approfondie de la glorieuse histoire du peuple algérien. Le sujet du 8 mai 1945 a toujours été abordé sur le plan factuel, c'est-à-dire les faits. Et encore, les faits n'ont pas été bien détaillés, parce que le secret des faits continue à croupir dans les tiroirs du ministère de la Défense, dans les archives secrètes de l'armée. La commémoration de ce crime contre l'humanité coïncide paradoxalement avec celle de la victoire sur la barbarie fasciste. Cette journée se veut également le symbole des sacrifices consentis
et de la lutte épique menée par le mouvement national de libération pour rompre les chaînes de la servitude coloniale. La République algérienne démocratique et populaire s'inscrit résolument dans l'héritage du combat révolutionnaire et maintient authentiquement son attachement aux grands principes historiques qui ont forgé le caractère de son peuple et de ses institutions. Voilà, c'était un sujet de Sofiane Baroudi sur la journée nationale de la mémoire qui a été commémorée, comme nous l'avons vu, au Forum d'El Moudjahed avec l'intervention de Maître Ben Brahim qui est toujours pertinente dans ses déclarations. Monsieur Mourad Boudia, quelle influence aujourd'hui la fondation du 8 mai 45 a pour rétablir la vérité historique? Quand je dis la vérité historique, c'est sur le plan international. Aujourd'hui, mis à part l'Algérie qui défend son histoire, le dossier du 8 mai 45 n'a pas été un petit peu internationalisé pour être reconnu sur le plan international comme un crime contre l'humanité. Ben, je vais vous décevoir en vous disant que la fondation du 8 mai 45 n'existe presque plus, parce que les dirigeants qui la dirigent maintenant sont sous silence. Et on ne comprend pas pourquoi. Elle existe toujours administrativement. Administrativement, elle existe toujours. Mais elle n'existe pas sur le terrain. Voilà, sur le terrain, elle n'existe pas. Vous êtes là justement pour la représenter, c'est toujours un espoir. Depuis le retrait, c'est pas un retrait, depuis la disparition de feu Bachir Boumaza, l'activité elle a cessé au sein de la fondation. Et c'est un mal. Moi, j'en suis désolé. Parce que normalement, le combat doit continuer. La fondation du 8 mai 45, elle avait investi les écoles, les collèges. Tout à fait. Les lycées, les universités. On avait jusqu'à 300 adhérents universitaires, étudiants universitaires à cette époque. On invitait jusqu'à 100 étudiants universitaires aux nombreux séminaires. C'était pour participer et voir et entendre les témoignages et les spécialistes. Maintenant, toute cette activité a cessé. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des travaux, de la documentation qui a été produite, notamment par exemple sur le volet dont vous parliez, qui est la levée d'un plaidoyer pour démontrer justement l'existence de crimes contre l'humanité qui pourraient servir aussi il y a un document qui a été transmis par Feu Bachir Boumaza aux autorités françaises pour la reconnaissance de ces crimes. Mais la suite, elle n'a pas abouti. Mais est-ce que sur le plan, je reviens un petit peu à l'organisation de la fondation, le président aujourd'hui de la fondation n'exerce pas sur le terrain. Est-ce que par exemple, est-ce que c'est par manque d'intérêt ou par manque de médiatisation? Parce que c'est très important aujourd'hui une fondation pour s'imposer sur le plan aussi bien national pour faire connaître l'histoire des massacres du 8 mai 45, parce que aujourd'hui, si on fait un peu le tour d'horizon, il y a que quelques livres et un film, un long métrage, c'est tout. C'est-à-dire le film de Ali Ayadi. Le documentaire, ça c'est un documentaire sur le 8 mai 45, oui. Très intéressant. Il y a aussi un autre documentaire qui a été réalisé en France sur l'autre 8 mai 45, l'autre facette. Voilà, l'autre facette qui a été réalisée par Marim Hamidat, si je ne me trompe pas. Très bien. Il y a le film d'Héliopolis de Ja'far Qassim qui a été même attaqué parce que ça parlait aussi d'une famille qui... attaqué même de l'intérieur. De l'intérieur, voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la fondation du 8 mai 45 a besoin d'être médiatisé. La preuve, vous êtes là et je suis très content que vous soyez présent pour parler des actions de la Fondation, mais surtout sur le plan international. C'est sur ça que j'insiste. Vous savez, même avec Feu Bachir Boumaza, c'était médiatisé, mais on recevait beaucoup de coups bas, même de l'intérieur du pays. Pourquoi ? Là, c'est la question. On doit chercher pourquoi. Monsieur Qassim, moi je voudrais juste en ajoutant. Désolé, moi je voudrais poser une question aux spécialistes. Est-ce que la commémoration du 8 mai 45, avant les années 90, avait de l'ampleur? Avant les années 90. Ouais. Moi, je ne me souviens pas de ça. Si, il y avait de l'ampleur. C'était pas une ampleur. Il y avait des commémorations. Il y avait des commémorations chaque 8 mai 45. De petites commémorations. Mais les années 90, ça a pris un élan
Mais il y avait la touche Bachir Boumaza. Moi, je me souviens très bien. C'était à partir de 90. Oui, il y a eu le fameux débat qu'il a eu avec un responsable de l'extrême droite. Sur France 5. Sur la 5. La 5. Plus précisément. D'ailleurs, le responsable, je pense, de l'extrême droite a été assassiné par la suite. Et ça a été un grand débat qui a été suivi par des millions de téléspectateurs, notamment en France et en Algérie. Et c'est ce jour-là que les Français ont découvert que, au-delà de la guerre d'Algérie et de la guerre militaire, des 7 ans de guerre militaire, il y a eu un massacre qui a été perpétré, mais qui a été effacé des manuels scolaires des Français. Mais sur le plan historique, M. Qassimi, vous voulez rajouter quelque chose sur la Fondation ? Oui, c'est juste parce qu'il y a espoir. On a vu les sections de la Fondation nationale qui sont maintenant à l'échelle régionale, qui est active c'est-à-dire au niveau des écoles, au niveau des universités. Il y avait, cette semaine, il y avait un colloque. Il y avait un colloque national sur les événements et la Fondation, c'est-à-dire avait participé. Donc je dis la Fondation ici avec l'association du 8 mai 45. Parce qu'il y a la Fondation, il y a l'association. Oui. L'association, elle est à Guelma et la Fondation du 8 mai 45. Maintenant, le siège national, normalement, il est à Actif. Alors il y a maintenant cette activité. Est-ce que M. Qassimi, en tant que vous qui êtes chercheur et historien, qu'est-ce qui manque réellement à la Fondation? Est-ce que la mission d'une fondation, c'est établir la vérité, mais aussi rechercher des archives, rechercher des images? Aujourd'hui, les seules références d'archives et d'images qu'on recherche, c'est les archives françaises. Mais il y a, j'en discutais avec Sofiane Baroudi, les Américains ont été les premiers à prendre des images, à filmer et même à commenter, à rapporter l'information, parce que c'est un fait historique qui a été effacé des médias français, des actualités filmées françaises, mais qui a été rapporté par des journalistes à l'époque américains. Oui. La presse américaine, on a parlé à l'époque, mais le problème, c'est juste que les Américains n'ont pas transmis le tout. C'est-à-dire les rapports qui ont été écrits, ils ne nous ont pas transmis. Par exemple, à la demande de Farhat Abbas, quand il a demandé ça aux Américains, il n'a pas eu de réponse favorable sur la suite des massacres pour vraiment faire aboutir la cause algérienne pour lui à l'époque. Donc il n'a pas eu l'aide espérée par les Américains. C'est-à-dire pour un plaidoyer international. Oui, plaidoyer international suivant. Donc les Américains il y avait des enjeux stratégiques, des enjeux internationaux à respecter. Oui, Reda, vous voulez intervenir? Dans le cas de Farhat Abbas, dans un premier temps, il va être confronté à cette période difficile qu'ont connue les Américains, qui était le macartisme. Le macartisme. Donc les Américains, ils étaient occupés au cours des années 50 avec leur guerre contre les communistes. Contre notamment les communistes et les Chinois en Corée, oui, tout à fait, jusqu'en 53. La guerre de Corée, et qui fait que la préoccupation, c'était de juguler et de contenir le communisme. Donc la question algérienne était encore secondaire. Mais malgré tout, Farhat Abbas va finir par faire valoir la cause algérienne lorsque le sénateur Kennedy arrivera au pouvoir aux États-Unis. Ça a pris un peu plus de temps, mais dès que la guerre de Corée s'est terminée, immédiatement, la question algérienne est devenue un des points essentiels de l'agenda américain. Et les États-Unis ont été parmi les premières grandes puissances à reconnaître le FLN avant les Russes et avant d'autres puissances. Et c'est dû à ce travail qui a été fait par Farhat Abbas et d'autres anciens du PPA. Et qui a fini par aboutir à une reconnaissance pleine et entière du FLN donc à la fin des années 50. Oui, Sofiane. En fait, sur deux volets. Déjà, premièrement, à l'époque, les massacres du 8 mai 45 coïncident avec la construction de l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, la Charte des Nations Unies a été parachutée, des tracts ont été jetés à la population algérienne juste avant les grands massacres. Et il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, il y a eu d'autres grands massacres qui coïncident. L'année 45, c'est l'année des massacres. Par exemple, il y a eu les attaques contre des villes allemandes
de très grande importance. Il y a eu Hiroshima et Nagasaki après. Et pour les besoins aussi de la construction des Nations Unies, après Yalta, où il y a eu les grands qui se sont divisés le monde, on va dire les Soviétiques, les Britanniques et les Américains à Yalta, il y a eu la volonté d'imposer l'Organisation des Nations Unies comme étant un garant du droit international et aussi du droit à l'autodétermination. Mais il fallait, si vous voulez, une période d'occultation de ces faits. Après, j'en reviens aussi, par exemple, à la tâche de la fondation du 8 mai 45 ou même à la journée nationale de la mémoire. C'est aussi la nécessité de compiler tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui pour lever des plaidoyers, par exemple, ce qu'on essaie de faire sur la question des déchets nucléaires ou sur la question des essais nucléaires. L'idée, c'est vraiment de catégoriser les différentes formes de crimes coloniaux. On a les essais, on a les camps de concentration et les camps d'internement, on a les massacres de masse comme le 8 mai 45, mais comme d'autres massacres de masse, par exemple le 17 octobre à Paris, est classé comme un crime d'État, un massacre de masse en plein cœur de la capitale de l'Europe et de la France. Donc l'idée, ça serait vraiment de joindre des efforts autour d'une dynamique pour permettre de compiler les différentes sources qu'on a déjà dans les archives nationales et qu'on a pu se procurer. Par exemple, les images américaines aujourd'hui existent. On a même réussi à les utiliser dans pas mal de séquences différentes. Même concernant le 11 décembre 1960, on a aussi accès pour des dossiers plus... Est-ce que Sofiane, tu penses qu'il y a des archives que la France a encore cachées sur les massacres du 8 mai 45 ? Clairement, c'est déjà établi. On sait même qu'il y a des rapports, par exemple le rapport Achari qui a disparu, le rapport Achari a purement et simplement disparu. Il y a d'autres archives qui sont encore classées jusqu'au jour d'aujourd'hui, secret défense, parce que la question est très 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 sensible. Encore aujourd'hui en France, il s'agit aussi du choix atlantiste de la France, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a vraiment un enjeu stratégique autour des massacres du 8 mai 45. Il y a eu une planification déjà, un calcul de ces massacres. Ça s'est étalé pendant une vingtaine de jours et l'idée, c'était vraiment de réimposer une hégémonie que la France avait perdue, au moins sur l'Afrique du Nord. Il y avait l'idée, par exemple, l'un des principaux héros, on va dire, de la résistance s'appelle le général Leclerc, qui est en réalité un capitaine qui a commencé au Congo, mais qui a contrôlé le Faisan, qui est une région au centre de la Libye très pétrolifère et que la France voulait extirper du reste de l'État libyen pour en créer un État fantoche du Faisan. Et ce personnage-là est devenu après le principal héros de la résistance en France. J'insiste vraiment sur l'occultation de beaucoup de faits qui galvaudent complètement la vision, y compris sur un phénomène fondateur des relations internationales, mais aussi un phénomène, si vous voulez, de grande déchirure internationale, qui est la Seconde Guerre mondiale. Plus généralement, et aussi l'année 45 et mai 45 en Algérie. On occulte aussi, ou alors on efface, si vous voulez, la grande organisation du mouvement national algérien, qui à l'époque déjà avait deux têtes au moins, c'est-à-dire les AML avec Farhat Abbas, mais aussi le PPA avec Messali en détention. Parce qu'à l'époque, le mouvement national était organisé, que ce soit dans... Même, il y a plus de 200 000 Nord-Africains qui ont participé à libérer l'Europe. Et le mouvement national était représenté dans les tirailleurs. Il y avait des sections. Il y avait aussi une organisation dans les camps de concentration. Parce qu'on rappelle aussi qu'il y a eu des camps de concentration en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des militants nationalistes algériens, des Espagnols, des républicains espagnols qui étaient détenus et d'autres. Les massacres du 8 mai 45 ont été justement ont influencé ou influé sur la position ou disons le positionnement des Algériens ou des Nord-Africains qui ont participé à la libération de la France en 1945, puisque juste après, il y a eu plusieurs Algériens qui ont été enrôlés de force pour participer à la guerre d'Indochine et qui ont déserté pour rejoindre les rangs de l'ALN. Oui, on remarque aussi que beaucoup de grands dirigeants militaires et politiques de l'ALN ont été mobilisés pour la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et je le disais tout à l'heure aussi, il y a l'aspect vraiment résolument antifasciste du PPA qui a souligné, c'est-à-dire que ça prouve un engagement à l'international pour un ordre qui serait un ordre antifasciste, c'est-à-dire qui nous débarrasserait d'abord du racisme, du régime, de l'indigénat, parce qu'il faut rappeler que les massacres, c'est aussi la concrétisation de ce qu'on appelle le code de l'indigénat, qui est une discrimination juridique et institutionnelle, un crime en continu qui a été imposé au peuple algérien. C'est important de le rappeler. Reda, j'ai une question pour toi justement. Comment ça se fait, si on prend l'exemple de Rachid Bouchareb, qui avait fait 2 films indigènes, qui parlaient justement des tirailleurs algériens qui ont participé à la libération de Monte Cassino, à la bataille de Monte Cassino, à la libération un petit peu du sud de la France, et Hors-la-Loi qui parlait justement des premiers, disons, fidéines de la Fédération de France et qui avait commencé par les événements et les massacres du 8 mai 45. Alors, 2 poids, 2 mesures. La France, après le film indigène, reconnaît
justement les indigènes, les tirailleurs, leur offre des indemnités, mais par la suite, même si c'est le même réalisateur qui a fait le même film avec presque les mêmes comédiens, il a fait hors-la-loi, n'ont pas reconnu les massacres du 8 mai 45. Et toute la presse française, les médias, les télévisions ont boycotté ce film qui était hors-la-loi et qui, pour la première fois, rappelait un fait historique qui a été banni des médias et des écrans français. Oui, parce qu'il y a certains faits qui sont douloureux et très difficilement admissibles jusqu'à maintenant. Par exemple, c'est le fait que les tirailleurs algériens qui sont revenus dans leur pays à la fin des combats en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale, avant même que les massacres ne commencent, ont été préalablement désarmés. C'est un ordre qui a été donné pour désarmer les tirailleurs algériens qui sont revenus dans leur famille. Ils ont été désarmés et c'est après que les massacres vont commencer. Et parmi ces tirailleurs, il y en a qui se sont suicidés par la suite. Pourquoi? Ils se sont dit, nous revenons d'Europe, nous avons participé à la libération de l'Europe et des membres de nos familles proches ou lointaines se font tuer. Déception. Voilà. Donc, plus qu'une déception, ils sont, comme on dit, en état de choc. Et c'est ça qui explique par la suite que des gens aient décidé tout simplement de passer à l'action révolutionnaire. À ce moment-là, ils se sont dit, il n'y a plus d'autre solution que d'agir directement par l'action armée. C'est un point qui est extrêmement important. Le deuxième point... Rapidement, Reda. Très rapidement, et ça c'est de l'histoire comparée, parce que les massacres qui ont eu lieu au cours du mois de mai 1945 sont à peu près identiques à ce qui s'est passé en Anatolie, c'est-à-dire en Turquie, en 1915. On parle beaucoup du génocide arménien et du fait que les Arméniens aient été victimes d'un génocide. Et il faut savoir que les jeunes Turcs qui ont participé à ce mouvement de répression en 1915, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1921, beaucoup de responsables jeunes Turcs ont été jugés par les Anglais puisque la Turquie a été occupée par les puissances alliées. Ils ont été jugés et un certain nombre ont réussi à fuir, mais il y a eu un jugement. C'est-à-dire maintenant on fait comme si rien n'a été fait. Comme non, les Allemands en Nuremberg. Oui, tout à fait. Il y a eu un tribunal qui a été mis en place en 1921 qui a jugé les jeunes Turcs qui ont participé à ces massacres, parce que personne ne peut le nier. Ce qui n'est pas le cas des victimes algériennes du 8 mai 45. Voilà, merci Reda. Merci. Ça, je pense qu'on ne doit pas attendre aussi maintenant de la rive nord. Oui. Qu'on nous vienne des reconnaissances ou de cadeaux ou d'archives de pièces. Il faut aller à la vérité nous-mêmes. Donc la conviction, là je reviens chercher la vérité, à la Fondation, donc d'investir dans le fonds documentaire, dans le fonds d'archives, dans le fonds de témoignages qui a été déjà fait, qui est déjà présent, qui est là. Donc nous devons investir dans ce dossier-là pour aller au-devant. Donc, voilà, je pense que le rôle aussi de la Fondation, c'est d'éditer des livres sur le 8 mai 45, de faire connaître cette histoire et des documentaires et de participer au débat un petit peu. De toute façon, je vous souhaite bonne continuation à la Fondation. J'espère que vous allez un petit peu reprendre... Je voudrais seulement vous rappeler le slogan de la Fondation, qui était contre la culture de l'oubli, devenez gardien de la mémoire. Et donc on est obligé d'être gardien de la mémoire. Voilà. Et le mot principal de Bachir Bounazar, Birahmou. Oui. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Sans avenir. Merci messieurs, merci monsieur Mourad Boudia, membre de la Fondation du 8 mai 45. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé à la Fondation, qui nous ont quittés, malheureusement. Malheureusement. Merci, M. Qassimi, d'être toujours présent ici dans des débats sur l'histoire. Reda, toujours fidèle au poste, ainsi que Sofiane Baroudi, toujours aussi bavard sur l'histoire. Dynamique, voilà. Cette émission est à présent terminée. Un débat très passionné, justement. Et beaucoup de choses n'ont pas été encore dites sur les massacres du mai 45, nous y reviendrons, Inch'Allah, dans nos prochaines éditions. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez branchés sur Al 24 News.